bienvenue. C'est le débrief à vif de la 4e journée de championnat de France de National 2. Hier soir, le Sporting a fait match nul à domicile face à Marignane-Gignac. Et notre invité du jour, c'est le préparateur physique du MJFC. C'est Alex Gasparotto qu'on connaît bien au Sporting. Salut Alex. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Merci de nous accompagner, Jérôme, Manu et moi, pour ce débrief à vif. Alors, première question, est-ce que, comme moi, tu as l'impression que chacune des équipes aurait pu l'emporter hier soir ? Oui, bien sûr. Comme dans beaucoup de matchs, de toute façon. Après, c'est toujours dur parce que en rentrant hier, j'ai fait déjà une première vision d'un petit peu du match sur quelques points, mais bon, c'est toujours compliqué après un match, mais je pense que sur la première mi-temps, Toulon a joué sur ses forces vives et nous a posé un problème de par l'attaquant Diallo qui amène toujours cette profondeur, qui recherche beaucoup. On a eu du mal à gérer autour. Voilà. Il marque sur un coup de pied arrêté, où ils font un bloc qui est très bien effectué avec Wasfan. Nous, on est un petit peu sur le plan défensif parce que c'est Wasfan, je crois, qui fait la tête et après c'est encore eux avec Diallo qui récupère derrière. Nous, on est un peu attentiste. Ouais, on est passif sur ça, malgré que le coach avait vraiment mis un gros accent là-dessus sur cette capacité à pouvoir jouer le second ballon quand Diallo ou Wasfan touchent sur les coups de pied arrêtés. Malheureusement, on se fait piquer, donc ils ont très bien joué cette carte-là. Et après, il nous semble que sur la deuxième mi-temps, on arrive à retrouver un liant dans la possession, dans le temps de passe, qui nous a permis de pouvoir toucher un peu plus vite mieux nos attaquants et de pouvoir avoir un peu plus de verticalité, ce qui a fait reculer un peu plus Toulon et sur ce qu'on voulait toucher Bissourou, qui est nous aussi une de nos forces vives. On arrive à faire ce décalage sur une prise de vitesse, sur une touche, me semble-t-il, le départ, où on avait bien percuté qu'il fallait aller vite dans ces zones-là. Et on a la chance de marquer. Puis derrière, on s'installe. Donc, je pense que les deux équipes ont joué sur leur force vive et que ça a se matché. Après, effectivement, c'est un match, je pense, qui aurait pu tourner dans les deux camps, parce qu'il y a des situations très favorables pour les deux équipes. Un match que je pense que Marignane, que Toulon attendait pour se lancer. Nous aussi, pareil, pour trouver des repères, pour trouver un match un petit peu référence, parce que venir jouer à Toulon, ça reste quand même toujours impressionnant et c'est toujours dur de venir à Toulon. Donc effectivement, je te rejoins. Je pense que les deux équipes auraient pu gagner hier. Est-ce que là tu évoquais justement cette action qui amène votre but. Si je comprends bien, tu dis que vous avez étudié, je suppose, à la vidéo un petit peu cette défense toulonnaise qui même si une partie se connaît puisqu'elle avait évolué ensemble à Aubagne, malgré tout, elle manque d'automatisme. C'est quelque chose que vous aviez étudié ? Oui, alors, disons qu'elle manque d'automatisme. Disons qu'effectivement, sur les différentes vidéos que le coach a pu montrer et a pu étudier, on s'apercevait qu'il y avait un côté qui était quand même un peu plus favorable ou pas, et qu'il y avait des moments où il y avait surtout quand on mettait de la vitesse sur des actions, en fait sur l'enchaînement d'actions, on s'apercevait que parfois il y avait un moment, comme tu le dis bien, c'est certainement aussi le fait que c'est une défense qui est nouvelle et qui a besoin de trouver ses repères. Et donc c'est vrai que, mais ça c'est dans le foot en règle générale, quand il y a une action qui se passe, qui s'arrête, si derrière on remet encore de la vitesse, on recrée un petit peu un petit bordel, on va dire. Et le but c'est de recréer un petit bordel, parce que dans le bordel, on va pouvoir faire quelque chose. Alors que quand une défense est bien stable, il faut contourner, retravailler, tu vois. Donc la création de bordel, en fait, il faut la chercher. Il faut être dans ce ressenti sur le terrain où quand c'est qu'il faut mettre, tu vois. Et donc là, effectivement, il y avait des petits moments où on avait essayé de l'insuffler. Il s'avère que ça se passe sur une touche. Effectivement, les touches
malheureusement, dans le football, on les travaille pas assez, alors que c'est comme un coup de pied arrêté, parce que faut savoir que tout est statique, et qu'en plus de ça, comme pour les corners ou que pour les touches, on a des joueurs qui sont à l'extérieur du terrain. Donc en fait, on a des supériorités et infériorités. C'est pour ça que souvent sur des corners, quand on le gère mal, on a des contres de 60 mètres. Parce que en fait, celui qui a le corner, et en fait, s'il le joue à 2, il a 2 joueurs en moins sur le terrain. Donc ça, c'est une vraie stratégie, l'infériorité, la supériorité. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Après, ça a marché, c'est le foot. Comme je dis souvent, les joueurs, ce qu'ils vivent sur le moment, ils le vivront une fois et plus jamais. Chaque action et voilà. Donc il faut avoir un certain recul, une certaine humilité sur tout ce qui peut se passer, parce que c'est de l'instantanéité, et nous, on doit les préparer à ça. Voilà, et leur donner des billes pour qu'ils puissent gérer cette voilà. Donc c'était des petits, des trucs tout simples, hein, c'est des petits conseils très simples et tout, voilà, et ça marche. Donc, voilà. Comme je pense, le coach avait bien étudié aussi avec le coach M. Sadani avait d'autant tout qui est arrêté, le bloc, on voit vraiment bien le bloc à la vidéo là que j'ai regardé, donc on voit que c'est travaillé, donc on n'a rien à dire, bravo, voilà. Ouais, d'autant que Momo connaît Mdani, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Oui, bien sûr. En plus, ouais, c'est deux coachs qui se connaissent, qui ont une histoire commune, donc c'est toujours compliqué quand on crée quelqu'un qui vous connaît en face, c'est toujours délicat de pouvoir le perturber, d'essayer de le surprendre. Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de l'entame du match du Sporting ? Moi, c'est une équipe que je trouve séduisante depuis moi. Enfin, perso, depuis le début, je suis pas, peut-être pas objectif, mais c'est une équipe, moi, qui, je sais pas, que je trouve, techniquement assez forte, etc. Mais le problème, c'est qu'elle a besoin de valider, en fait, par une victoire, tous les progrès qu'elle enregistre dans le jeu depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'il y a une vraie progression, moi, je trouve, hein. En tout cas, sur la première mi-temps. Mais le problème, c'est que tant qu'elle prendra pas des points en termes de confiance, elle s'y retrouvera pas. Et moi, je trouve que ce qui est justement a marqué vraiment ce match, c'est l'ouverture du score et le comportement de l'équipe à partir du moment où elle a mené au score. C'était plus la même, en fait. Elle a essayé de gérer, et ça, moi, par rapport à ce que je vois depuis le début de saison, c'est bien une chose qu'on sait pas faire, c'est gérer, quoi. Défensivement, on n'a pas cette assise, on n'a pas ces certitudes défensives qui nous permettraient de gérer un résultat. Et à partir du moment où on a ouvert le score, on a laissé le ballon à Marignane jusqu'à ce qu'ils égalisent. Et comme par hasard, quand Marignane a égalisé, on a retrouvé un petit peu le contrôle du ballon. On s'est à nouveau créé des occasions. Donc voilà, moi je trouve que le problème de cette équipe pour l'instant, ça va être de confirmer, on va dire de manière mathématique au classement, ce qu'elle montre sur le terrain, qui pour moi est plutôt quand même plutôt sexy, quoi. Moi je trouve que ça joue bien au ballon dans l'ensemble, quoi. Personnellement, à la limite, Alex, qui fait partie maintenant de l'équipe adverse, peut-être que je sais pas qu'est-ce qu'il en pense lui du niveau de l'équipe du Sporting actuellement, même si c'est pas plus son équipe, quoi. Alors moi, Jay, oui, vous me connaissez un petit peu. J'ai toujours du mal à juger soit mes confrères, même si on peut s'embrouiller ou quoi que ce soit, ou une équipe dans laquelle je ne travaille pas avec, je ne les ai pas tous les jours, je ne connais pas les profils, je ne connais pas les... Là, je parle effectivement de sur l'instantanéité. Sur le match. Oui, je te rejoins, Jay, je te rejoins sur ça. Je trouve que c'est une équipe qui est en construction, on voit qu'il y a du travail qui est effectué, on voit que y a des choses qui sont réfléchies, qui utilisent leurs armes, voilà. Puis ils ont des joueurs qui ont des qualités certaines. Maintenant, je te rejoins, c'est le sport. À partir du moment où on ne prend pas des points, où on valide pas, effectivement, psychologiquement, on rentre dans peut-être un doute, et peut-être que effectivement le fait que Toulon, après le but, peut-être cette sensation que tu as de nous relaisser un petit peu le ballon, tu sais, dans le football, c'est énormément psychologique. Quand tu marques un but, quand tu reprends un autre but, quand tu remarques, tu vois, il y a toujours ces périodes-là une équipe adverse va reprendre le lead psychologique. Tu vois, c'est beaucoup, là, quand on dit que le foot, c'est la vie, c'est parce qu'en fait, c'est ce genre de choses. Ça se ressent en tant que joueur et en tant que terrain. Et souvent, on dit que les buts impairs, ce sont ceux qui, en fait, font basculer les matchs psychologiquement. Et quand tu as 1-0, 1-1, 2-1, le 2-1,
le 2-2, le 3-2, tu vois, tout ce qui est impair, ça va engendrer ça. Et toi, tu le dis avec tes mots, et je le comprends, et ton observation. Mais donc c'est vrai que je pense qu'ils auraient gagné un match. Peut-être qu'ils auraient encore plus enfoncé derrière parce qu'ils avaient vécu et qu'effectivement ils avaient pris ce plein de confiance et qu'effectivement ils avaient, voilà, c'est comme tu dis, c'est de la confiance. Après, quatrième match, la densité de la foule, elle va être énorme. Je pense qu'il n'y a pas que Toulon qui a fait que des matchs nuls. Mais je vous comprends, effectivement, on est à Toulon, c'est le contexte qui est comme ça. Mais je ne m'inquiète pas trop pour l'équipe de Toulon, je pense, à la maison. Puis regarde, à l'extérieur, ils sont allés faire une perf quand même, le week-end dernier. Donc, bon. Et effectivement, c'est vrai qu'on a ressenti qu'à un moment donné, ils nous ont relaissé ce quart d'heure qui nous a permis de pouvoir revenir, nous aussi, psychologiquement, et de pouvoir s'apercevoir qu'on pouvait faire quelque chose, en fait. Voilà. Oui, parce que juste après le but, justement, je me suis rendu compte aussi que même si on a repris un peu le lead, comme tu disais, Marignane a quand même commencé à presser beaucoup plus haut, comme en ayant cette sensation finalement qu'il pouvait faire quelque chose, quoi. Juste après le but, pendant quelques minutes encore, on a senti Marignane reprendre du poil de la bête et finalement se sentir capable d'aller chercher peut-être plus qu'un match nul. Enfin, c'est vrai que c'est un bras de fer, de toute façon, un match de foot. Et que ça, tu vois, regarde, comme tu le dis, t'as senti après le but. Tu vois, tout se passe par rapport après un but. Donc, monsieur, c'est un élan. Est-ce que tu permets à l'équipe qui vient de prendre un but de s'installer, ou est-ce qu'au contraire, tu es tellement dans une condition voilà, tu es sûr, et tu es une équipe vraiment qui a du background, comme on dit, et qui au contraire le sait, et que le Sud va te remettre le ballon dans ton camp pour te remettre le doute, en fait. C'est que ça, c'est que des stratégies, c'est tellement vaste à l'analyser, mais je pense effectivement, je rejoins ton analyse sur ce but. Après, sur l'entame du match, moi j'ai quand même l'impression que c'est Marignane qui presse très haut, qui nous empêche de développer le jeu. J'ai vraiment ce sentiment toi aussi, Manu, vas-y. Non, mais ouais, moi c'est un des points essentiels de cette rencontre. Moi, c'est moi parce que je me disais quand même. Marignane a toujours pressé d'entrée, ils ont toujours venu nous faire chercher très haut, et en fait ça n'a pas été uniquement après le but, ça a été pendant 90 minutes. Ils nous empêchaient les sorties de balles propres et ils nous obligeaient à des longs ballons. C'est sûrement ce qu'ils voulaient, parce que vraiment et je me disais on s'en était, je trouve, pas mal sorti par rapport à ça, parce que c'était bien fait et c'était chiant à faire, et je me disais que il y a pas mal d'équipes qui vont souffrir face à Marignane par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est une phase qu'ils ont fait pendant tout le match et qui était, je trouve, bien faite et on s'en est pas trop mal sorti dans l'ensemble en plus. Donc ça c'est un bon point. Bon, j'arrêterai là avec les bons points pour le Sporting de s'en être bien, parce que en ce moment il y a tellement une sale ambiance, que ça soit en tribune ou sur le forum, que je vais pas dire trop du bien du Sporting. Ouais, parce que bon, je sais pas, en ce moment les gens sont devenus un peu fous, mais non, ça c'était intéressant dans ce match-là. C'est pour moi un des faits du match, et qui me faisait vraiment dire que je pense que Marignane, et puis on connaît un peu Mdani, là, ça fait pas si longtemps que ça qu'il entraîne une équipe qu'il est entraîneur numéro 1 principal, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est sa troisième saison. Troisième saison. Donc voilà, et avec déjà une montée à la clé, et puis l'année dernière ils descendent, mais au champ d'honneur, quoi. Ils ont loin été d'être ils ont pas été du tout ridicules. Donc voilà, encore une belle équipe qu'on a pris hier. Personnellement, je voyais, je l'ai dit un peu à tout le monde, bon, je vous l'ai pas dit à vous, mais je voyais le match nul, moi, et je voyais un partout. Bon, je m'attendais pas à gagner ce match, parce que nous, de notre côté, il faut du temps. Alors les gens c'est la 4e journée, t'as l'impression que c'est la moitié du championnat et tout est fini, alors que ça débute à peine, que
Ben, je peux raconter l'anecdote vite fait. Je vais évoquer un monsieur que Alex il connaît bien. J'étais la semaine dernière avec toi, Nico, au match de hier l'Étoile, et puis il y avait Fabien Pujol, et puis on se suivait comme ça, on regagnait nos voitures, et puis bon, il m'a dit faut pas s'affoler, c'est vraiment le début du championnat, et l'air de dire que bon, tout commence, il y a aucune conclusion à donner actuellement pour personne. Bon, ben d'ailleurs, nous on est tous en PLS, là, on a 3 points. Bon, ben Cannes, qui est quand même un des grandissimes favoris, à 1 point de plus. Donc bon, voilà. Bon, le seul truc qui rassure un peu pour eux, c'est qu'ils sont invaincus. Ça, c'est toujours plutôt plaisant. On n'aime pas perdre en foot, et tant qu'on fait match nul, c'est pas que c'est bien, mais on n'aura pas à être trop. Ouais, les gens arrivent à peu près à se consoler comme ça, mais bon, eux aussi, c'est un peu poussif. Mais vraiment, moi, j'ai le sentiment qu'après 4 journées, c'est vraiment anecdotique. Et quand je dis ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, pour parler de nous, tout le long, dans les prochaines semaines et au fur et à mesure des mois, mais je sais pas, peut-être les difficultés à gagner, et donc on va dire à s'enterrer au classement vont apparaître, mais bon, ça s'accentuer. Mais pour le moment, je suis vraiment en phase de voilà, je regarde ça tout très sereinement. Bon, je me dis, bien sûr, on n'a pas gagné, c'est dommage, mais une fois qu'on a dit ça, 4 journées, il y a personne qui s'envole. On voit que, évidemment, le championnat est d'une intensité folle, que chaque journée, on va aller à Saint-Priest. Ben, moi, je m'attends pas à gagner 3-0 à Saint-Priest, hein. Si on gagne, ça va être bien. On va recevoir Anglette, et Anglette, ils vont pas perdre tous leurs matchs, et même à l'extérieur, donc il va falloir se les farcir. D'ailleurs, ils perdent à l'Étoile sur un penalty, et puis bon, on dit ils étaient après à 10, mais bon, pour l'Étoile, quand tu mènes à domicile à 10, c'est pas trop un problème. Finalement, t'es dans un fauteuil. Donc voilà, chaque match aura sa vérité, et c'est complexe, mais voilà, pour moi, il y a pas à s'affoler outre mesure. Marianne a combien de points? Bon, vous avez déjà gagné un match, hein. Ça fait 5 points, hein, je crois. Non, avec le forfait, vous êtes vraiment bien. Ouais. Oui, on est second. Ouais, ça fait 7 points. 7 points, hein. 7 points, ouais, 2 victoires, un nul. Ouais, Justement, c'est le petit aparté que je voulais faire. C'est votre 3e match officiel, puisque la première rencontre face à Gaulle ne s'est pas jouée. Vous l'avez remporté sur tapis vert. Comment ça se passe dans la tête d'un staff et des joueurs, le fait de se dire on va jouer cette première journée de championnat, puis finalement se rendre compte que on ne joue pas, et qu'en plus on remporte 3 points? Alors, en fait, il y a plusieurs analyses à avoir sur ça. Si on doit avoir une analyse brute, c'est qu'on loupe un début de championnat au niveau de la compétition. Et que forcément, on va être en retard sur le départ d'une compétition, et les matchs amicaux remplaceront jamais un match officiel, de par l'émotionnel, de par la bonne chose. Donc, sur ce point, factuellement, c'est pour nous un handicap. Bien entendu, le deuxième, c'était effectivement de se dire on va avoir les 3 points. Mais au vu de l'ambroglio, je ne vais pas vous expliquer, parce que vous êtes plus à même que moi, parce que vous êtes spécialiste sur le football français actuellement, et sur ce qui se passe, et la honte qu'on a sur ce qui se passe sur les descentes, les montées. Je suis de la région bordelaise, et vous le savez très bien, et que j'ai Girondins, ouais. Les Girondins, centre de formation, comme tu as dit là-bas, j'étais en équipe de France là-bas aussi, donc une affection énorme, mais c'est pas honnête ce qui a été fait. Donc on s'est dit, peut-être que Gaulle a pu le faire, mais finalement nous on va nous dire de rejouer le match, tu vois, donc on était quand même dans un stress permanent. Heureusement, dans la semaine, il y a eu une déclaration officielle, comme quoi il prenait malheureux. Voilà, parce qu'il a un match perdu, 3-0, -1, 2 amendes à plus de 10 balles. Ils ont pris salade, tomate, oignon quand même. Je trouve pour simplement des gens qui ont voulu défendre ce qu'ils pensaient être juste. Et puis dire des choses que tout le monde pense, en fait. Complètement.
Complètement. Et sur ce point-là, oui, donc après, une satisfaction. Après, tu prends 3 points, on va pas à personne. Bien sûr. Personne ne va pas te dire. Mais sur le plan factuel, ce qui nous embêtait, si tu veux que je te résume tout ça, c'était simplement qu'on ne rentre pas dans la compétition. Voilà. Et que le match de Istres, et en fait, on fait une première mi-temps très intéressante. Et après, on voit qu'on pioche par rapport à une équipe qui a déjà un match de compétition, et on fait prendre au début d'erreurs, en fait. Et je pense qu'ils sont dus à une non-rentrée dans la compétition. Une semaine plus tôt. Ouais, voilà. Et en plus, pour toi, c'est un match particulier puisque la saison passée, tu es à Istres. Oui. Tu fais une montée avec Istres, qui plus est. Oui, en plus. Et là, tu te retrouves avec Marignane qui n'a pas joué son premier match, mais qui en plus est relégué de national. C'est ça. Donc, mais là, de toute façon, j'enchaîne. Hein. J'ai fait Istres, Bergerac, Toulon, puis après, je vais rencontrer Cannes aussi. Ah ouais, c'est vrai. On enchaîne pas mal sur des matchs émotionnels, c'est sympa. Ah oui, ouais, c'est vrai que t'as gagné son premier match hier d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais vas-y. Malheureusement, je pense que ces équipes comme Anglet, Angoulême, Bergerac, pour l'avoir vécu, vous rappelez, avant qu'on arrive à Toulon, on était à Bergerac. Ouais, vous étiez là-bas, ouais. Ouais, et t'as vu, on avait quand même réussi à accrocher. On était dans la montée juste avant d'aller venir à Marignane. Et on explose, alors on en avait parlé, on explose parce qu'on fait 10 000 bornes de plus que tout le monde, quoi. Et si t'es pas préparé, si t'as pas une stratégie, tu exploses, quoi. Tu peux pas demander à tes joueurs, surtout dans le mauvais time de la compétition qui a fait entre partir de fin février jusqu'à juin, c'est là où les équipes doivent être au max. Bon, mais là c'est très très dur, hein. 10 heures de route à chaque fois. Pour l'avoir vécu, je sais ce qu'ils vivent. J'espère que ça va pas être une année pour tous ces clubs-là très compliquée, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie équité là-dessus. Là, c'est pas très équitable, c'est vrai. Et le pire, c'est qu'Angoulême, alors eux, c'est le pompon. C'est le pompon du pompon. Hein. On est con, là, la semaine dernière, ils vont à Grasse, là, ils jouent à l'Étoile. J'ai envie de rester dans le coin. Mais après, c'est plus jeune. Non, mais tu as raison, Jérôme. Il ferait mieux de rester dans le coin, mais après, ça a un coût. Non, mais c'est pas possible. Le problème, il est là. C'est que si tu vas en avion. Oui, complètement. La Fédé dit c'est clair. Que je vous envoie un peu plus d'argent et vous pouvez gérer avec les vols et tout. Ah oui, mais 10 heures. Ouais, il devrait être compensé. Ouais. Et puis 10 heures, si c'est une fois, c'est pas un problème, mais 10 heures, c'est toutes les 2 semaines. Donc, c'est ça. C'est ça le truc. Ouais. Pour avoir vécu des déplacements à Jurassic ou des trucs comme ça, c'est compliqué quand tu rentres chez toi, il est 5h du matin, le jour se lève. Voilà. Et disons que tu fais 10 heures, tu dors pas dans le bus. Absolument. Tu dors pas. Tu dors très très mal. Tu rentres chez toi à 5 heures. Pour les papas, ils se lèvent à 10 heures. Pas de sommeil. Ça fait, il faut imaginer, tu manges très mal parce que tu manges pas dans un bus correctement. Bien sûr. Tu crées de la fatigue, en fait. Tu crées de la fatigue. Alors au départ, tu la gères parce que psychologiquement, tu es frais. En fait, la fatigue psychologique, à un moment donné, elle est plus longue à différer que la fatigue musculaire. À partir du moment où tu es dans un engrenage de fatigue, ça te pèse, l'environnement, le contexte de ta compétition est dur à encaisser psychologiquement parce qu'elle t'impacte. Cette fatigue-là, avant qu'elle s'évacue, elle est plus longue que quand tu es fatigué réellement musculairement. Donc c'est un engrenage qu'il faut prendre avec beaucoup de maîtrise et d'expérience. Et vous le voyez, vous, de toute façon, on le voit dans notre travail, je veux dire, le travail quotidien, au moment où ça commence à être usant, vous voyez, c'est dur à re-enclencher derrière. Et bien, oui, tout à fait. C'est vrai. Moi, Manu, vas-y. J'ai une question pour Alex, parce qu'on a souvent coutume de dire tout le monde à la perfection, finalement, tout le monde espère être bien. Alors, généralement, les joueurs ou les coachs d'ailleurs, ils parlent souvent du mois de septembre et
Et généralement, là, on a commencé. Mais enfin, c'est au bout de 5 journées environ que tout le monde pense qu'ils atteignent leur pic de forme par rapport à la préparation. Je crois que c'est un peu général ou il y a certains qui ont des stratégies légèrement différentes, sachant qu'il faut être prêt tout le temps au mieux possible. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des physiologiquement, après on atteint a priori un pic de forme à un moment donné, et parce que tout le monde, si on écoute tout le monde va être bien à peu près au même moment, mais forcément ça sera pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est souvent une réflexion que je me fais ça. Will, tu sais, t'as vu, tu commences à monter un petit peu à me connaître, j'ai une vision un petit peu, moi, qui est un petit peu différente, qui est pas dans le système des nouvelles formules, des nouveaux trucs à la mode, tout ça. À un moment donné, un être humain, ça reste un être humain. Ce qui est super important à avoir, c'est une analyse, en fait. C'est de comprendre en amont le produit que tu as, qu'est-ce que tu peux en faire, et où tu vas l'amener, et comment tu vas l'amener. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, effectivement, y avoir des équipes qui vont être un peu plus préparées, mais on le voit aussi dans les résultats, et c'est pour faire aussi un lien avec ce que tu disais, oui, tu trouvais qu'il fallait pas qu'il fallait pas se paniquer parce qu'on était à la 4e journée, et c'est tout à fait logique qu'on analyse. Si on prend aussi le constat de notre pool et de nos équipes actuelles qui constituent cette pool-là. Il faut savoir que la plupart des équipes ont été renouvelées quasiment à 80%. D'accord, la plupart, c'est de la région. On s'aperçoit que sur le plan numéraire, les équipes qui sont en haut sont des équipes qui n'ont pas bougé beaucoup. Depuis Jura, Rumi, et on est surpris même par certaines équipes qui font des résultats. Pourquoi ? Parce que elles ont bougé très très peu. Donc elles ont, on va dire, une cohésion déjà culturelle, ouais. Puis ils ont déjà joué ensemble depuis 1 ou 2 ans, donc ils ont des connexions sur le terrain, mais surtout quand une équipe. Je te coupe aussi, il faut faire aussi le distinguo entre équipe remaniée juste les joueurs, ce qui est déjà bien, et quand c'est remanier les joueurs et le coach. Et le staff. Donc, tu vois cette analyse-là. Ça c'est encore un autre cycle encore plus profond, quoi. Hein. Voilà. Et là, tu vois, on commence à être dans une approche scientifique et on n'est pas dans mais eux ils vont être bien ou pas. On commence à déterminer pourquoi, les causes, les causalités. En fait, et on s'aperçoit, et il n'y a pas besoin d'être un scientifique, hein, c'est juste du bon sens, de se dire, oui, effectivement, il y a des différences sur le départ, et donc, comme tout process qu'un coach doit donner à une équipe ou une transmission, il y a du temps, égal temps. Former, égal temps. Et il ne peut pas faire autrement, d'accord ? Donc, effectivement, il y a des équipes qui sont un peu plus prêtes actuellement, mais si on fait un focus dessus, on s'aperçoit que c'est peut-être parce qu'ils ont une vie commune beaucoup plus importante que la plupart des équipes de la région qui se sont constituées, comme tu dis, avec des changements de coach, des nouveaux projets, des nouveaux profils, tout ça met du temps. Donc déjà, ça, pour que toutes les équipes soient en pic de forme le 6e match, tu comprends bien que ça ne va pas être possible. Voilà. En revanche, moi j'aime, et ça c'est les stratégies de chaque équipe, parler de pic de forme, en fait, dans le football, ça a un non-sens. Souvent, les gens qui parlent de ça, c'est parce qu'en fait, ils veulent justifier qu'ils font un travail. Et de dire, voilà, mon travail, il va faire ça, et là, on va être bon. Sauf que si tu te loupes, passe quand même sacrément pour embonner, d'accord ? Parce que tu n'as pas eu une stratégie, une communication et une analyse comme on vient de faire précédemment. Le football, en fait, à la différence de l'athlétisme, parce qu'on le compare souvent à l'athlétisme, mais c'est un non-sens, ils ont tant de mois pour avoir une compétition au bout de 3-4 mois. Donc, ils sont capables de pouvoir travailler des filières et une progressivité. Voilà. Nous, en fait, on demande aux footballeurs de performer chaque week-end. Ah. Donc, tu comprends bien qu'on ne peut pas être en pic de forme. Aucun être humain ne peut être en pic de forme de septembre jusqu'à chaque week-end. Je veux dire, il y a tellement d'éléments. En fait, attends, juste avant que tu peut-être tu conclues, mais tu es en train de me dire ce que je pense toujours, c'est-à-dire que c'est le coach qui doit faire en sorte que l'équipe soit au pic de sa forme, mais dans sa globalité, en choisissant ses joueurs, etc., etc. Mais c'est ça, bien sûr. Le management, tout simplement. C'est une réflexion commune avec le staff, avec une stratégie. Les adjoints techniques sont là pour être au service du projet de jeu du coach. Coach, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment on doit la mener? Ok, très bien. Nous, par rapport à nos expertises d'adjoints,
ben voilà comment on va la mener pour s'adapter au mieux avec toi et pour que tu aies toujours tes meilleurs joueurs sur le terrain. Mais il faut que tu prennes conscience, coach, qu'un joueur ne pourra jamais être à 100% tout le long de l'année. En revanche, notre travail va être de le mettre entre 80 et 100, où il va avoir ce petit laps qui va lui permettre de pouvoir s'adapter en fait de week-end en week-end. Mais le coach aura toujours ses meilleurs joueurs. Le but, c'est que les meilleurs joueurs soient toujours sur le terrain. Les statistiques sont formelles sur ça. À partir du moment où vous enlevez je crois que c'est entre 3 joueurs titulaires dans un groupe, vous passez, c'est un calcul qu'on avait fait, tu passes de, par exemple, 2 points par match à 1,3 points par match. Donc tu vois que cette stratégie de se dire il faut que j'ai absolument, quand tu n'as pas tes éléments forts sur le terrain, et bien sur 6, 7, 8, 9, 10 matchs, tu t'aperçois que ta courbe en fait elle baisse. Donc quand tu prends ça en compte, sur le plan athlétique, sur le plan technique, sur le plan tactique, eh bien, tu peux mettre une stratégie et te dire, et on en revient oui sur ce que tu disais, mais oui, au lieu d'avoir mes joueurs tout le temps à 100% et presque quelquefois les faire péter, parce que si tu es tout le temps à 100%, à un moment donné, physiologiquement, tu rentres dans le côté danger, eh bien, tu permets à tes joueurs d'osciller entre 80 et 100% pour toujours les avoir. Je ne sais pas s'il était clair. Non, mais si, moi, j'aime bien, c'est des trucs que j'aime bien aborder. C'est que ça, en fait. C'est que du partage, c'est que de la compréhension, et comme tu le dis, c'est que du bon sens. Et voilà, En fait, il faut connaître réellement qu'est-ce que c'est que le football sur le plan physiologique, voilà, et aussi l'interaction, parce qu'on parle de côté athlétique, mais les interactions entre les bonhommes sur le terrain, c'est aussi... Il y a tellement de paramètres. Tellement d'éléments. C'est pour ça qu'une grande humilité sur ce qui se passe, et comme le fait de dire qu'aujourd'hui on prédit les choses. La science n'a jamais rien prédit du tout. Elle est là pour justifier ou pour expliquer ce qui vient de se passer et d'expliquer comment éventuellement on peut l'éviter. Mais en aucun cas, elle est capable de te dire, et ça n'existe pas, c'est que les gourous qui expliquent ça pour vendre des choses. Mais dans le football, c'est la réalité. Il y a beaucoup de supporters aussi. Oui, bien sûr, mais parce que, tu sais, le gène du talent, ça, c'est François Bigrel qui dit ça, qui est un éminent, un éminent prof. Le gène du talent, il n'existe pas. Le gène du violoniste, il n'existe pas. C'est un être humain, quand il naît, il est dépourvu de tout ça. Ce qui explique à chaque fois une performance uniquement par le prisme du talent sont souvent des gens qui ont une incompétence dans ce domaine-là de la performance, parce qu'ils ne savent pas l'expliquer. Donc, on utilise le mot talent. Il arrête tout. Tu vois, mais physiologiquement, on n'est pas avec un talent. Le contexte, l'environnement, là où tu vas vivre, va te permettre de développer une aptitude que tu vas après effectivement te servir pour l'exploiter. Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça au niveau de la préparation athlétique voilà, où on doit grandir, on doit s'ouvrir et surtout on doit s'adapter au football. C'est surtout passionnant, hein. Ouais, il faut l'être parce qu'autrement, quelquefois, je saoule les gens, je le sais. Non, mais en tout cas, enfin, tu vois, moi, je trouve ça super que tu puisses développer. Puis en plus, ça permet que tu puisses développer ce que vient de dire Manu, mais en plus, là, on sent la passion derrière, donc c'est toujours plus intéressant et plus digeste pour le coup. Il faut l'être. Après, c'est ce que je dis à mes gars. Moi, je leur dis, vous savez, la passion, bon, c'est bien d'être passionné. La passion, elle aide à travailler plus. Ça, c'est sûr. Elle aide à travailler plus que les autres. En revanche, ce qui fait qu'on réussit, c'est le travail. Donc, être passionné, c'est avoir, voilà, c'est bien parce que effectivement, ça t'aide d'aller au-delà, d'aller creuser tout ça. Mais la réussite, c'est le travail. Tu prêches une convaincue. Oui. La semaine prochaine, Alex, vous jouez Cannes, qui est annoncé comme l'ogre du championnat, que tout le monde annonce, enfin, en tout cas, que énormément de gens annoncent comme l'équipe qui va monter aisément. Pour l'instant, ça piétine, ça se met en place. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire, toi? Je m'en méfie ouais, je m'en méfie énormément parce que
La complexité de mon analyse, elle est que je connais parfaitement la méthodologie du coach. Fabien, ouais. Fabien, je connais son process, je sais très bien qu'il connaît parfaitement la poule et que comme tu l'as bien dit, et vous l'avez bien dit, et quand vous l'avez rencontré, il n'est pas en panique, et je le sais qu'il n'est pas en panique, parce que encore aujourd'hui, et pour avoir analysé la poule comme on a pu le faire, ça sera encore plus dense que les années suivantes. Et je pense qu'avant, il fallait être dans le coup en janvier, fin février. Là, je pense que ça va être un match, ça va être un championnat comme le national de l'année dernière, des 2 dernières années précédentes. C'est-à-dire que ça va se jouer peut-être même dans les 4 dernières journées, je le pense. Après, c'est juste une observation. Donc, je pense qu'il est en train de c'est tout le discours qu'on vient d'avoir en amont. Hein. C'est que le coach qui arrive, un nouveau coach, il vient avec, il change complètement son équipe au niveau des joueurs, un nouveau staff, plein de choses. Donc, mais bon, on voit quand même qu'il a déjà mis sa patte un petit peu. Et après, comme rappelez-vous, comme on avait eu la chance de pouvoir monter en National 1. On avait eu cette première période qui était, vous vous rappelez, un petit peu compliquée. Possible, oui, bien sûr. Où on cherchait les principes, on se faisait avoir parce que on tentait, puisque c'était une demande du staff, donc les joueurs ils tentaient, donc parfois on aussi pas tout le temps. Hein. Donc on se faisait contrer, on venait avec des histoires de Paris. On peut. Moi, je connais pas. Enfin, j'ai une certitude pour celui qui va l'emporter ce championnat cette année. Ce qui est pour moi certain à 100%, c'est qu'il finira fort. Par contre, j'ai pas la certitude qu'il ait obligatoirement besoin de commencer fort, parce que il y a tellement de cas qui nous prouvent le contraire. Mais encore une fois, je suis pas là pour rassurer les gens, pour dire nous on va finir fort. Moi, j'en sais rien. Je suis pas devin. Hein. Moi, je n'en sais strictement rien. Mais le seul truc que je dis, c'est que de commencer de cette manière-là, bon, honnêtement, moi, ça m'inquiète pas. Après, et tant pis si on doit m'insulter que de dire. Tu donnes juste un avis à un moment donné. Si on insulte des gens. Oui, je pense que c'est un avis factuel en plus. Hein. Les équipes qui montent, c'est les équipes qui finissent fort. C'est pas qui commencent fort. Et finir fort, qui est important. Après, comme tu dis, tu sais très bien qu'avec ce coach-là, tu sais qu'il travaille. On a eu tous les matchs de Cannes ces derniers temps, aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Après, c'est vrai que les premiers matchs à analyser, c'est toujours compliqué, comme tu dis, comme on dit. Ils sont pas prêts, on ne sait pas. Là, le coach, il est parti au puits. Le Pujol, il est parti au puits en ayant une stratégie défensive. Là, à la maison, il a été quand même un peu plus dans le côté offensif. Donc, avoir une vraie analyse de ce qu'ils font réellement, comment, pourquoi encore. Donc, tu vois, il faut rentrer ça aussi dans l'analyse que tu peux faire sur ce début de saison. Tu vois, il faut raison garder, comme on dit. Mais il a des principes forts qu'on connaît. Voilà. Ça a l'éviter de se faire prendre dans les intervalles. Le fameux all space où il va essayer de trouver toujours le joueur dans la verticalité. Donc voilà, ce sont des principes forts qu'il a. Ce jeu de, c'est pas un jeu de possession aujourd'hui parce que c'est devenu péjoratif de dire ça. Mais comme on dit, comme le coach Brahim dit souvent aussi, et qu'on s'efforce de dire aussi avec Michel Floss, c'est que quand tu as le ballon, tu défends. Parce que tu donnes pas le ballon. C'est-à-dire que l'équipe adverse. Et en défense, c'est l'attaque. Voilà. Je veux dire, l'équipe. Alors après, il faut pas le perdre dans sa zone, mais je veux dire, tant que tu as le ballon. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire contre d'ailleurs, c'était un peu le discours de Brahim à la mi-temps. C'était ça, c'était de dire, les gars, quand on a le ballon, on ne donne pas le ballon à l'équipe adverse pour pouvoir le marquer. Donc, vous voyez, la réflexion, elle est là-dedans. Et je pense que contre Cannes, il va falloir, qu'on soit dans ce principe-là, où on sait qu'eux, ils vont avoir des temps forts, à nous d'avoir aussi des temps forts pour les perturber et créer ce fameux problème psychologique et ce rapport psychologique. C'est que ça va être que ça. Intéressant, sûr. Ouais. Et après, comme on dit, hein, on a chaque joueur, chaque équipe a des forces vives et des garçons qui sont capables de faire la différence. Et c'est à eux de le faire à un moment donné. Tu peux nous donner le nom là, de votre défenseur central, Frisé, là, parce qu'il s'est coltiné Diallo tout le match, et Diallo, il
tout le match, une bonne partie du match quand même, non? Oui, tu sais que je connais très bien. Je connais très bien. Non, mais c'est ça. Ouais, forcément. Faut se farcir le père Abdou. Ouais. Bon, après c'est un garçon qui est un diamant brut. Comment il s'appelle déjà? Khalil Bouhammer. Et c'est un garçon que le coach Brahim suivait depuis un petit moment. La blessure de Abdou a fait que il a pris la place. C'est un garçon avec énormément de qualité athlétique et une volonté. Je suis un peu haut, hein, parce qu'il a réussi à tenir la dragée haute à Abdou, qui est une référence dans ce domaine. Hein. Après, tu sais que c'est des garçons qui ont pas été construits par la culture footballistique, qui est fragile. Donc, j'ai une grosse. J'essaie de faire très attention et de lui répéter que la performance n'est pas une fois. Voilà. À partir la performance, c'est 4, 5, 6 fois, 7 fois. C'est reproduire quelque chose de très haut, comme il vient de le faire, mais sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, une saison. À partir de là, on pourra dire oui, ce garçon-là est performant. Et surtout, ce qui me fait peur dans la région, c'est que c'est un garçon qui n'a pas été construit, qui ne sait pas ce qui va tout lui arriver. Parce que tu sais très bien qu'avec les 2 performances qu'il vient de faire, tout va aller vite. On essaye, le staff essaye de le protéger beaucoup sur ça. Et c'est pour ça qu'on en fait un peu la pub là. Et quand je te fais ça, c'est parce que on est dans la démarche avec lui. Et que oui, c'est un garçon qui a un potentiel, c'est sûr. Je veux dire, j'ai pas besoin de. Tu l'as vu, avec des yeux comme moi. Ah, tout le monde fait, pas que moi. Hein, c'est le football, voilà. Je veux dire, à un moment donné, bon, quand il y a un garçon qui lui touche aussi, ça lui touche aussi. Pas que sur le plan. C'est un garçon puis en plus, je sais que c'est un garçon à Toulon que la culture toulonnaise aime ce genre de profil. Donc, je comprends votre observation. Ouais, mais ça peut lui marquer le. Ouais, puis un but, voilà. Il ose, mais la jeunesse, l'insouciance. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que le coach Brahim disait à la mi-temps. Il dit, mais les gars, c'est un jeune qui tente ça, alors que ça doit être nos joueurs confirmés qui doivent faire ça, d'accord? Donc c'est pour ça que la jeunesse a fait du bien. Elle rappelle des choses. Avant de conclure, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose sur le match ou tu veux d'ores et déjà évoquer la prochaine journée? Non, mais il y a Silva, je crois, qui s'est blessé pendant le match latéral droit de notre équipe. Et beaucoup de supporters non fans de Momo Sadani m'ont fait remarquer que le changement n'était jamais intervenu, etc., qu'on l'avait laissé jouer. Il y avait pas de défenseur sur la feuille de match, mais bon. Il y avait Diop qui a fait une rentrée. Il faudra critiquer, donc. Oumar Diop qui a fait une rentrée un peu délicate aussi, donc voilà, un coaching qui n'a pas été gagnant pour beaucoup de gens. Bon, voilà, je le signale, je préfère le signaler quand même. Bien sûr. Même la rentrée de Pierre, on l'a pas parlé, mais elle n'a pas été. Transcendant. J'attendais un peu mieux, mais. Voilà. Mais sinon, c'est un déplacement à Saint-Priest la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, je pense qu'on rentre aussi dans une. Alors, c'est toujours pareil, on dit toujours. C'est pas une réalité, mais je pense qu'on rentre dans un calendrier un poil plus clément quand même, parce que je trouve que ce début de saison, on a quand même pris soit des équipes en confiance, comme Rumilly qui venait de valider une montée, qui du coup surfait sûrement sur cette montée-là. Soit mais comme Saint-Priest d'ailleurs. Ah d'accord, bah voilà, on va voir. Mais Saint-Priest qui fait un début de saison plus moyen, je sais pas, j'ai pas vu exactement le classement ou comment il se trouve, mais bon voilà. Chez eux, très compliqué à jouer parce qu'ils connaissent parfaitement leur terrain. Ce sont des jeunes locaux là-bas, c'est très local, hein, avec un coach qui est très, je trouve très intéressant, qui propose des choses, des idées. C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas parce qu'ils imposent des choses. Et je te rejoins, très dense, mais rappelle-toi ce que je te disais, vous avez joué Rumi, vous avez joué toutes les équipes en fait qui ont déjà un vécu, et la complexité elle est là, et c'est pour ça que je disais. À part vous finalement, peut-être. Ouais, mais regarde, match nul. Fort, hein, vous avez gardé. Ouais, mais regarde, du coup, match nul, demi-temps, parce qu'en fait les deux équipes plus ou moins se cherchent elles aussi, tu vois, et donc tu vois le parallèle de ce qu'on disait, il saute aux yeux en vrai. Ouais, Saint-Priest. Pardon, excuse-moi.
Pas de souci. Mais de toute façon, il va falloir commencer à engranger des points parce que même si moi je trouve cette équipe séduisante, sans résultat, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça reste de la compétition et l'objectif, si c'est la montée, à un moment donné, il va falloir chiffrer un petit peu et commencer aussi à trouver quand même une certaine solidité défensive parce que même si j'aime bien cette équipe, j'avoue que c'est assez frustrant que des erreurs individuelles à chaque fois nous coûtent cher parce que c'est toujours des bourdes, hein. On est même plus sur comment dire la petite bêtise, on est quasiment sur de la bourde à chaque fois, donc ça c'est un peu frustrant, quoi, parce que là il manque quelques points qu'on devrait avoir en plus et qui ferait qu'on n'aurait pas le même discours aujourd'hui sur l'avenir de cette équipe, quoi. Peut-être lié et ça c'est Alex qui va peut-être nous répondre quand on parle de ces bourdes défensives, c'est peut-être aussi lié à un manque de concentration ou lié à de la fatigue. Tu parlais de performance tout à l'heure, de préparation, etc., etc. C'est judicieux le mot que tu viens d'utiliser, de concentration. Le football n'est fait que de ça. C'est ta capacité à rester focus pendant 90 minutes. Malheureusement, c'est le mal de notre société. Voilà. Nos générations actuelles ne sont plus capables de pouvoir rester concentrées plus de 5 à 10 minutes. Ce qui n'était pas du tout le cas des anciennes générations, de par l'éducation. Alors là aussi, après, c'est philosophique, mais je veux dire, c'est le système aujourd'hui éducatif, de formation qui fait qu'on n'apprend plus à nos enfants à rester concentrés sur une tâche et arriver à mettre toute sa concentration sur une performance. Les garçons ne savent plus le faire. Et tout le travail aujourd'hui, la méthodologie d'entraînement des coachs, la plupart, c'est d'essayer de gagner cette concentration, et vous entendez souvent ça. Il est clair qu'en début d'année, de par la fatigue et tout, ce qui fait la différence, c'est que c'est ces sautes de concentration et les erreurs individuelles ne viennent effectivement que parce qu'à un moment donné, tu décroches. Et les joueurs qui sont tout en haut, le niveau national, c'est Ligue 1, Ligue 2, c'est des garçons qui ont une capacité au-dessus des joueurs de National 2 et de National 1. Les internationaux, ils sont encore plus performants là-dedans que les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et plus tu montes, et plus tu t'aperçois que c'est cette dominante-là qui fait que les joueurs performent plus longtemps, plus souvent et mieux. Voilà. Le reste, aujourd'hui, en toute humilité, des préparateurs physiques, des coachs qui sont diplômés, qui savent comment faire jouer leur équipe, comment les préparer. Dans toute l'équipe de National 2, on a des prépas qui sont formés, qui savent faire courir les joueurs, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est qu'après, simplement, c'est qu'il faut apprendre à nos joueurs à savoir garder une concentration sur 90 minutes. Voilà, tu as très bien résumé. C'est la concentration qui fait qu'on a souvent des erreurs, et souvent en début d'année. Parce qu'on n'est pas dans la dynamique, comme on disait, je rappelle tout ce qu'on a dit en préambule dans cette émission, sur tout le travail qu'il faut effectuer, toutes les problématiques, voilà, et ça, en début d'année, on n'est pas encore prêt à tout ça. Enfin, moi, cette histoire de concentration, c'est vraiment mon ressenti sur le but que vous encaissez, hein, puisque coup franc, tête de Wasfan, arrêt de Herbin, la défense est un peu attentiste. Alors on peut dire attentiste ou on manque de concentration, et du coup Diallo est plus prompt et de fait arrive à marquer. Et en plus de ça, annoncé par le coach, d'accord, et le staff. Bien sûr. Donc tu vois, c'est si tu fais vraiment une analyse fine de ce qui se passe sur un terrain, les joueurs ils courent. En vrai, la plupart des joueurs ils courent. Les équipes qui vont jouer le haut du tableau, elles vont courir, elles vont aller vite, ils vont avoir c'est ces fameux micro-détails. Et quand on dit ouais, mais c'est les détails. Le détail, le plus important, moi je mets un mot dessus, c'est la fameuse concentration. Très bien. Écoutez, messieurs, on va s'arrêter là. On a fait beaucoup plus long que d'habitude, mais c'est super. Enfin, moi, j'ai adoré, Alex, que tu puisses rentrer un petit peu dans certains détails. Je trouve ça faire des conférences très intéressant. Ouais, c'est ça. Je sais pas faire, je sais pas me vendre. Tu sais, j'ai jamais su me vendre. Oh non, mais c'est même pas c'est justement conférence, c'est. Ouais, en tout cas, c'est toujours moi un partage, comme je disais, on partage
de partager avec vous, en fait. Qu'on soit 2, 3, c'est toujours voilà, un partage et c'est toujours avec un grand plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, je tenais quand même à le dire, le fait de refouler cette pelouse, c'était un match qui était chargé pour moi en émotion, parce que même si je ne suis pas reconnu comme un Toulonnais, parce que j'arrive de la région bordelaise, j'ai vécu ma fille de force. Mais, j'ai vécu des choses extraordinaires, dans le bien comme dans le mal, mais je veux retenir que le bien. Et de pouvoir avoir remis le peuple dans ce stade-là et avoir partagé ensemble et communié ensemble, ça restera, pour moi en tout cas, je l'ai toujours dit, ça restera toujours là. Bien sûr. C'était un match particulier pour moi. Oui, parce que tu as connu effectivement la montée, mais tu as aussi connu l'engouement, l'entrain, la ferveur, les gens autour, le stade plein. Je parle des gens autour, moi. Je parle vraiment des gens autour du stade. Je parle de ça. Très bien. Écoutez, messieurs, merci pour tout. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On débriefera le match face à Saint-Priest. Alex, on se revoit très certainement au match retour parce que Marignane, c'est pas très loin. Donc, c'est le genre de déplacement qu'on serait capable, malgré nos grands âges aujourd'hui, de faire avec Manu et peut-être Jérôme. Voilà. En tout cas, merci bien à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On espère que vous aurez apprécié cette émission où on est un peu, on s'est un peu éloigné du match. Philosophie. Voilà, mais moi ça me plaît bien. Pensez à vous abonner et puis écoutez, à la semaine prochaine. Salut. Likez, bonne vie à cette émission et merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup. Merci Alex.